L'aube d'un nouveau monde est sur le point de se lever. La fin de la guerre d'Onigashima lèvera enfin le voile sur la vérité de ce monde. Un monde qui décidément n'a pas fini de nous surprendre. Après presque 25 ans de parution hebdomadaire, One Piece nous révèle encore une fois un visage inattendu. Les codes de ce manga vont être bousculés à tout jamais, et ce chapitre 1043 n'est que le début d'une toute nouvelle ère. Luffy est bel et bien Joy Boy. Pour beaucoup, cela semblait évident. Cependant, énormément de subtilités se cachent encore sous ce nom. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais tâcher d'être le plus explicite possible en vous exposant ma vision des choses. Cette image d'un Luffy mort laissant apparaître sur son visage un sourire significatif me donne énormément d'idées sur la suite des événements et de la direction que va prendre ce fameux éveil. Alors restez bien jusqu'à la fin, car ici on va parler de tout sans détour, tout en restant cohérent avec les éléments que nous avons. Alors avant de commencer, comme le coup violent que Kaido a donné à ce pauvre type du CP0, je vous invite à marteler les pouces bleus. Pour ceux qui ne sont pas encore montés dans le navire et qui nous regardent par la fenêtre, je vous invite à vous abonner pour faire partie de mon aventure qui s'étendra bien plus loin que One Piece. Et maintenant que tout est dit, analysons tous ensemble ce chapitre incroyable qui va amener au rang de légendaire cet arc de Wano Kuni. Kaido est la créature la plus puissante du monde. Ce titre est désormais incontesté. Après cette énième victoire, il est de loin l'adversaire le plus coriace que Luffy ait eu à affronter. Son niveau est tout bonnement monstrueux. Cette puissance est tellement bien mise en avant que j'ai compati au malheur des samouraïs. Ces derniers ont désormais face à eux un monstre déchaîné qui n'a ployé le genou à aucun moment. Un monstre qui a abattu froidement des dizaines et des dizaines de personnages censés être doués au combat. Les fourreaux rouges, les supernovas, Luffy et même Big Mom n'ont pas réussi à faire sourciller ce démon. Sa force est démentielle et actuellement, rien ne peut lui résister. Et pour le coup, ce constat a bien été enregistré par l'agent du CP0 qui, ayant porté un coup mesquin à Luffy, attend tout simplement sa mort, ne cherchant même pas à fuir. Au chapitre précédent, je vous disais que je trouvais cela intéressant que ce membre ait conscience de n'être qu'un pantin. Et même si je pense qu'il ne serait pas allé bien loin, j'ai l'intime conviction que cet agent du CP0 souhaitait tout simplement mettre fin à ses jours en se débarrassant une bonne fois pour toutes de la manipulation du gouvernement mondial. Plus que cela, j'ai été un peu touché de voir que son collègue sentait sa mort arriver. Ce signe de respect entre ces deux personnages confirme ce que je disais la fois précédente. Les membres du CP0 sont conscients d'être nés en ce monde pour servir. Depuis leur tendre enfance, on les a élevés dans l'objectif de devenir des pantins. Et ce qui est fou, c'est de se dire que dans le futur, cet agent du CP0 a, sans s'en rendre compte, aidé ses prochains. Car en effet, il a réveillé quelque chose qui dormait depuis 800 ans et qui va permettre à Luffy, dans le futur, de détruire ce foutu gouvernement mondial. Bien sûr, ce n'est pas pour tout de suite. Pour le moment, Kaido est dans sa folie meurtrière. Désormais privé du combat qui aurait pu faire vivre chez lui de nouvelles émotions, le voilà retourné dans les méandres de son être. C'est lui le gagnant et c'est lui qui va récolter les fruits de cette guerre. Onigashima ainsi que Wano lui appartiennent à présent. Mais pour que cela soit acté, il doit encore couper la tête d'un autre dragon. Le jeune Momonosuke se trouve ainsi en grand danger et malheureusement ce dernier n'est pas encore en mesure de protéger ses hommes. Des hommes qui verront leur destin scellé si personne n'intervient. Car Kaido lui-même l'a dit, la défaite de cette guerre signifie que désormais, ils sont privés de leur liberté et de leur volonté. Désormais, hommes, femmes et enfants travailleront pour lui jusqu'à en mourir, afin de renforcer d'autant plus son projet de créer une forteresse impénétrable. Ainsi, nous avons droit à un tour de tous les personnages, et chacun est stupéfait de l'annonce de la mort de Luffy. Même Law et Kid, victorieux de Big Mom, n'en reviennent pas. Ce qui est impressionnant, c'est de constater à quel point chacun avait foi en l'homme au chapeau de paille. Pour autant, j'ai quand même l'impression que l'une de ces personnes, à savoir Nami, est la plus dévouée à Luffy.
En effet, c'est face à un Kaido en rage qu'elle s'opposera, en affirmant qu'il est impossible que Luffy soit mort. Dis-leur, Nami! Cette relation entre Nami et Luffy est vraiment touchante. On se rend compte que le lien qui les unit est très solide. Et pour illustrer ce lien unique entre ces deux membres d'équipage, rappelez-vous l'arc Arlong Park, où Luffy a confié son chapeau à Nami, chose qu'il n'a fait qu'avec cette Nakama. Et même si cela n'a pas réellement sa place dans ce chapitre, je trouve vraiment intéressante la manière dont les liens des Mugiwara ont été tissés. Tous les membres de l'équipage sont uniques, mais ce qui les rend encore plus uniques, c'est les liens qu'ils ont tissés entre eux. Et je trouve ça tout bonnement incroyable. C'est d'ailleurs ce qui fera de cet équipage le meilleur, le seul équipage qui parviendra à faire le tour du monde. Maintenant, passons au gros du chapitre. Cette fois-ci, je vais mettre les gants car on va être sérieux. C'est devant un Luffy meurtri que nous nous trouvons. Un Luffy qui semble réellement avoir quitté ce monde. Cependant, pour moi, il n'est pas mort. Et cela pour une seule raison. Rappelez-vous de ce que disait Hawkins auparavant sur le cas de Luffy. Hawkins disait qu'il avait beau regarder le destin de Luffy sur ses cartes, ses chances de survie ne tombaient jamais, j'ai bien dit jamais, à 0%. Pourtant, nous savons très bien que les pouvoirs de divination de Hawkins sont extrêmement précis. Et cela nous montre que Luffy est un être spécial. Mais surtout, dans l'absolu, cela nous montre que Luffy n'est pas mort. Il a certes perdu ce combat, mais je veux que vous compreniez avant tout que Luffy est encore dans ce monde et que cette lumière ne s'est pas encore éteinte. Par contre, quelque chose s'est réveillé. Et cela, même Zunisha s'en est rendu compte, montrant que sa perception de la voix de toute chose est impressionnante. Et bien évidemment, ce qu'elle a senti est la voix de ce fameux Joy Boy. La voix d'une personne qui lui était chère il y a de cela 800 ans. Mais alors, l'ancien Joy Boy est-il revenu? Luffy est Joy Boy depuis le début? Luffy est mort et a laissé sa place à l'ancien Joy Boy? Je répondrai à ces 3 questions par non. Ici, il n'est aucunement question d'une réincarnation. Alors laissez-moi vous donner mon analyse sur ce qu'il s'est passé et ce qu'il se passera dans les prochains chapitres. Tout d'abord, les tambours de la libération sont en réalité une image pour parler du martèlement lié au cœur d'une personne. Je ne vous apprends rien, mais votre cœur est un muscle très puissant. Et ici, ces tambours qu'entend Zunisha sont en réalité le cœur de Luffy se remettant en marche. Et c'est pourquoi je vous disais que la perception de Zunisha est incroyable, car même Momonosuke ne l'a pas entendu. Cependant, même si Luffy est revenu en vie, ce serait idiot de dire qu'il ne s'est rien passé. Alors voilà mon point de vue. Luffy a expérimenté ce que l'on appelle une near-death experience, ou expérience de mort imminente en français. Pour vous expliquer brièvement, il s'agit d'une expression désignant un ensemble de visions et de sensations consécutives lorsqu'il y a une mort clinique ou un coma avancé. Je vais vous lire ce que j'ai trouvé sur internet, mais ces expériences correspondent à une caractérisation récurrente et spécifique contenant notamment la vision complète de sa propre existence, la vision d'un tunnel, la rencontre avec des entités spirituelles, la vision d'une lumière et également un sentiment d'amour infini, de paix et de tranquillité. Et cette expérience donne l'impression d'avoir vécu quelque chose de paranormal ou même divin. Après cette définition, j'ai la certitude que certains d'entre vous ont compris où je veux en venir. Eh bien, je pense que durant cette expérience de mort imminente, Luffy a tout simplement fusionné avec une entité paranormale. Luffy aurait vu la lumière. Cette lumière serait en réalité la volonté de Joy Boy qui a trouvé en Luffy toutes les qualités nécessaires chez lui pour en faire son digne héritier. J'appuie même mes propos avec un passage de l'opening qui m'a toujours donné cette vibe un peu paranormale puisqu'on voit un Luffy tomber dans une sorte de lumière. Cette lumière était en réalité la volonté de Joy Boy qui s'est immiscée dans celle de Luffy. Pour ce qui est des qualités de Joy Boy, je ne les détaillerai pas dans cette vidéo pour la simple et bonne raison que ce chapitre tombe très bien car j'avais préparé justement une théorie en amont sur ce que pour moi signifie réellement être Joy Boy. Je vous invite donc fortement à la regarder si ce n'est pas déjà fait car elle vous donnera toutes les clés pour comprendre pourquoi on est loin de la fameuse réincarnation
réincarnation de Joy Boy. Luffy est Joy Boy depuis le début. D'ailleurs, je tiens à vous le dire, laissez la réincarnation à Naruto. Ici, il n'a jamais été question d'élu. Et jusqu'à ce que Oda nous montre le contraire, je soutiendrai cette idée. Tout le monde peut devenir Joy Boy, dans la mesure où Joy Boy parvient à voir en quelqu'un le réceptacle de sa volonté. Joy Boy est un titre, mais aussi une entité supérieure et surnaturelle qui est capable d'entrer en fusion avec quelqu'un si ce dernier montre toutes les qualités attendues. Et Luffy possède bien évidemment toutes ces qualités pour devenir Joy Boy, voire plus. Il a surpassé toutes ses limites. Et c'est ainsi que cette entité surnaturelle surnommée Joy Boy a souhaité lui donner un coup de pouce en le ramenant à la vie avec un cadeau. Et ce cadeau s'est présenté sous la forme de l'éveil de son fruit du démon. Un fruit qui ne s'est éveillé qu'une seule fois auparavant, c'est-à-dire il y a 800 ans. Et qu'est-ce que cela signifie? Qu'il y a 800 ans, une personne exceptionnelle, montrant toutes ses qualités, avait également vu le jour. Et cette fameuse entité surnaturelle a donc fusionné avec cette personne. Je soutiens encore une fois, bien évidemment, ma théorie sur le fruit de la volonté. Je vous invite vraiment à regarder mes précédentes reviews pour en savoir plus. Donc oui, le fruit du Gom-Gom est réellement spécial. Et je l'avais compris il y a un petit moment. Pour autant, je pense qu'il faut dissocier Joy Boy et le fruit du Gom-Gom. En effet, si ce fruit permettait de devenir Joy Boy, si il fallait avoir le Gom-Gom pour devenir Joy Boy, cela n'aurait aucun sens. Et ça contredirait ce que disait Kaido. Toi aussi, tu n'es pas parvenu à devenir Joy Boy. Kaido n'est pas parvenu à transcender son âme pour devenir ce Joy Boy. C'est pourquoi il n'est pas Joy Boy. Pas parce que Kaido n'a pas mangé le fruit du Gom-Gom. D'ailleurs, on peut imaginer que les multiples fois où Kaido a tenté de se tuer ou a affronté à mort des adversaires étaient dans l'optique de faire cette fameuse expérience de mort imminente. Cependant, Kaido n'est jamais parvenu à tomber dans cet état de transe, et même s'il y était arrivé, il n'aurait jamais rencontré ce fameux Joy Boy. Car oui, désolé Kaido, mais ta manière de concevoir le monde contredit totalement la vision de la personne qu'était l'ancien Joy Boy, ou plutôt devrais-je l'appeler Nika. Car en effet, désormais, c'est une évidence pour moi. L'ancien Joy Boy se faisait appeler Nika. Même si j'ai l'impression qu'il s'agit plus d'un surnom que lui ont donné les habitants des îles Célestes, pour moi, il n'a jamais été question de dissocier ces deux noms. Tout comme Luffy est le Joy Boy du présent, Nika était le Joy Boy du passé. Pour autant, comme je l'ai dit, Nika est sûrement un surnom. Car comme nous l'indique la dernière page de ce chapitre, Nika signifie sourire. Et effectivement, Nika, lors de son périple sur les îles Célestes, a partagé sa vision joyeuse du monde. En libérant les esclaves des îles Célestes et du monde entier, il s'est ainsi fait un nom et s'est inscrit dans la légende. La culture entre les peuples célestes et la terre ferme étant différente, on peut donc comprendre pourquoi ces deux noms existent mais sont en réalité la même personne. Pour en revenir à Luffy, effectivement son fruit du démon s'éveille et montre une sorte de matière visqueuse projetée vers le haut, et c'est ça qui a fait tilt dans mon esprit. Pourquoi? Parce que s'il s'agissait réellement du fruit de la résine ou autre nom qu'on lui a donné, pourquoi cette substance ne se dirige pas vers le bas? Vous allez me faire croire que dans One Piece, tout ce qui est visqueux ça monte vers le haut? Non, cela n'a aucune logique. Pour moi, cette substance ne se dirige pas vers le bas, tout simplement car il ne s'agit plus là de matière physique, mais métaphysique. Ici, il n'est même plus question d'une matière que l'on pourrait retrouver sur Terre. Mon avis est qu'il s'agit tout simplement de la matérialisation de la volonté de Luffy. Et on revient à ce que je disais. Luffy a bel et bien ce fruit de la volonté. Car comme je vous le disais plus tôt, l'esprit de Luffy est libre. Sa volonté est infinie. Et quoi de mieux que pour représenter ce concept par cette matière étrange et visqueuse qui est pourtant légère et parvient à s'élever dans les airs. Cette matière changeable à la volonté de Luffy lui permettra ainsi de terrasser n'importe quel adversaire. Car je vous rappelle que Luffy est un génie du combat et a pour ainsi dire aucune limite. Alors encore une fois, je vous le répète, préparez-vous. Car cette fois-ci, Oda va nous montrer des choses qui vont au-delà de l'imagination. Les amis, laissez les théories de la résine, du caoutchouc, du chapeau de paille qui est en fait Joy Boy loin derrière vous. Et venez rêver et imaginer avec moi. Pour
Pourquoi est-ce que les théories vont toujours au plus simple, alors qu'à chaque fois, Oda nous surpasse avec des idées sorties de nulle part? Vous savez pourquoi? Car en réalité, Oda est un rêveur, un homme passionné qui cherche constamment à nous, personnes de tout âge et de tout horizon, à nous faire rêver, nous montrer que l'homme a encore dans ses mains la possibilité de créer de nouvelles choses. Votre esprit est une grande terre inconnue, alors essayez de temps en temps de l'explorer. Comme Luffy, cherchez à vous transcender. Allez plus loin chaque jour. Cherchez à vous élever, la team. Vous méritez tous le meilleur. Améliorez-vous, apprenez, échouez, battez-vous, mais continuez toujours à avancer et surtout continuez toujours à rêver.